On est samedi 7 août, il est 15 h. Bienvenue à tous, bienvenue Unix Porners. J'espère que vous allez bien. On m'a dit que en France il fait pas très beau en ce moment, donc du coup j'ai même pas honte de vous niquer une partie de votre samedi. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Je sais pas si c'est vrai partout, mais on m'a dit que c'était pas terrible. Donc je vais pas vous parler du temps ici, parce que sinon vous allez partir, vous allez rage quit. Tiens, je vais essayer de voir là si je peux voir cette fois le nombre de. Tiens, alors show stream info. Donc là, tac, on, off. Et là maintenant il me le met. Donc c'est ça. Donc de mon côté, il faut que je fasse on, off pour voir le nombre de personnes connectées. Hey Astromo, ça fait plaisir de te voir parce que je crois que t'étais pas la dernière fois et j'ai distribué les op la dernière fois aux anciens et aux subs. Donc je vais le faire tout de suite pour toi. Astromo, hop là. Et voilà. Oui, c'est Imildi, le nain, absolument. Donc c'est ça, il pleut pas mal. C'est bien ce que j'avais compris. Donc voilà, je m'en veux même pas de vous séquestrer une partie de votre samedi. Aujourd'hui, il va falloir se concentrer. Hein. Et je parle autant pour vous que pour moi. Parce que je vais déterrer des trucs. Que j'avais pas vu depuis très très longtemps. Donc j'ai un peu galéré à tout remettre bout à bout. Parce que c'est des notions qui sont pas forcément triviales, mais que j'ai envie de vous présenter comme d'hab le plus simplement possible. Et puis de vous les présenter de façon à ce que vous sortiez d'ici en me disant bah ça y est, je sais comment ça marche tel truc. Sans pour autant aller dans le détail du détail. Donc aujourd'hui on a un programme assez chargé. Et je vais vous demander, comme d'hab, mais peut-être un peu plus que d'hab, d'être très alerte et de me signaler si je vais un peu vite sur des trucs, si les choses sont pas bien expliquées, s'il faut que je revienne sur des concepts, etc. Vous me le dites. Je fais une toute petite intro avant d'entrer dans le vif du sujet. J'ai deux petits trucs à vous dire. La première chose concerne le canal d'ISGCU sur Libera Chat. Il y a quelques personnes qui ont. Donc j'ai parlé depuis le début de cette aventure du groupe GCU Squad, duquel je suis le fondateur. Il y a maintenant pas mal d'années, en 1996. Qui est un groupe de promotion et support des Unix libres et qui dispose d'un canal IRC sur le réseau Libera Chat, anciennement sur Freenode. Je vous laisse lire le drama qui est arrivé sur Freenode et pourquoi tout le monde a bougé sur Libera Chat. Et c'est un canal IRC donc qui est très ancien, avec pas mal de gens, disons eux-mêmes assez anciens, et peut-être un petit peu à cheval sur les règles. Et typiquement, alors premier typiquement, je sais pas si je vous avais raconté un petit peu ça, mais lorsque on a fondé ce groupe, au début le canal était ouvert à tous et c'était la teuf, tout le monde venait, on répondait aux questions, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, on a eu des gens qui ont ouais, il nous faut un emote typiquement, c'est clair. Vous savez, ma femme est en train de travailler sur les emotes du canal. Je vous en parlerai un petit peu. Donc c'était donc un canal IRC. À l'époque, c'était sur IRCnet. Et on acceptait absolument tout le monde. Et en fait, on a eu, au bout de quelques mois, des gens qui joinaient depuis du Windows, du Mac, etc. Mais pour poser des questions en fait, qui étaient absolument pas du tout en rapport avec les Unix libres, pas du tout en rapport avec l'objet du canal. Donc on a un peu sévi et on a édicté des règles. Donc je pense en 97,
Règles qui sont toujours d'actualité. Alors, je vais vous mettre sur le chat et je le mettrai également sur YouTube le moment venu, enfin lorsque je riperai tout ça, le lien vers les règles du canal. Alors, je vais faire la version courte, parce que la version longue est un petit peu indigeste. Bougez pas. Voilà, c'est ça. Hop. Donc en plus je peux le dire comme ça. Donc c'est gcu.info/rules, rules.html. Voilà. Et ça va vous amener vers les règles de bienséance sur le canal IRC d'ISGCU. Voilà. Enfin, vous savez, le canal est peuplé de gens qui participent depuis longtemps au logiciel libre. Okay, on a des gens qui participent à pas mal de systèmes BSD, on a pas mal de committeurs OpenBSD, on a des committeurs FreeBSD, NetBSD, on a des committeurs du kernel Linux, enfin on a pas mal de monde. Et du coup on n'a pas envie de se faire chier en fait. Donc quand il y a un droit d'entrée, voilà, le droit d'entrée c'est un effort minimal, et l'effort minimal c'est de join le canal avec un système libre pour avoir droit, entre guillemets, d'avoir accès à l'expertise de gens qui sont là depuis longtemps et qui peuvent vous donner des infos que vous n'aurez pas ailleurs. Voilà, c'est pas négociable, c'est un truc qui est comme ça depuis maintenant très très longtemps, on va pas revenir en arrière. Et dire bonjour c'est important, c'est tout à fait vrai, le nain. Et voilà, donc c'est, on m'a demandé de mettre ça au point, en particulier les gens du canal, parce que bah voilà, il y a du monde qui arrive et j'ai pas forcément parlé des règles, donc c'est important. Une fois que vous avez montré patte blanche et que vous êtes sur le canal, ça se passe très bien. Hein. Enfin, on mord pas forcément, hein. Mais vous allez avoir là-dedans des infos que vous n'aurez pas ailleurs. Voilà. Et puis des blagues absolument désopilantes de Mieux de Valade. Voilà pour ça. Deuxième chose, alors c'est marrant parce que ça concerne aussi plus ou moins la même personne, mais pas que, parce que j'ai eu d'autres retours de ce genre-là. J'ai eu des retours vraiment exceptionnels, enfin qui moi je vais pas dire me bouleversent, mais me font vraiment chaud au cœur. Moi je fais ça. Là ce live et puis les rips etc, pour le moment en tout cas, essentiellement pour le fun, pour transmettre, et bah voilà, c'est tout, pour me rappeler des trucs, pour remettre la main à la pâte sur des notions que j'avais oubliées, etc. Donc c'est un plaisir autant personnel que communautaire, hein. Finalement ça ressemble pas mal à ce que je fais dans la vie, à savoir publier de l'open source et aider les gens et rendre la connaissance disponible. Et j'ai eu plusieurs retours directs de personnes qui me disent voilà, ton canal il m'a remis le pied à l'étrier, et il n'y a pas que toi, hein, Dumble, hein. Toi tu l'as dit de façon extrêmement touchante, ça m'a vraiment ça m'a touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais il n'y a pas que toi, j'ai d'anciens collègues sur LinkedIn, j'ai d'autres personnes sur IRC, des gens sur Twitter, enfin c'est assez large, qui me disent voilà, on essaye de reproduire chez nous ce que tu fais, ça nous fait comprendre des trucs, enfin je vous avoue, moi je pensais juste voilà balancer de l'info comme ça générique, et puis bon voilà, histoire de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, et puis voilà quoi, enfin, c'est sans plus de prétention, et finalement je me rends compte que ça dépasse un petit peu ça, et que y a des gens qui se prennent vraiment au jeu, qui refont les expériences qu'on fait, etc. C'est absolument un trip. Voilà, donc c'était les deux choses que je voulais vous dire avant de démarrer, puis comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Salut Olive, salut Sofiane, salut Phaléon,
Domble, je t'ai déjà dit bonjour. Yastromo aussi. Boubou, salut. Farfa, hello Farfa. Le nain, je t'ai déjà dit bonjour. Azram, je t'avais pas vu. Salut Azram. John Livingstone, salut. Salut à tous et bienvenue. Salut Julien. Salut Leader Fox. Ok. On va pouvoir démarrer et rentrer dans le vif du sujet. J'ai eu... Alors, faut que vous sachiez que ces lives, je les prépare. Hein, c'est pas... même si ça a l'air d'être totalement à l'arrache. Et que des fois, il y a des trucs sur lesquels je tombe que j'ai pas préparé, des petites surprises et tout. Globalement, je les prépare. Ça me prend un temps certain. Mais voilà, à chaque fois, c'est un plaisir renouvelé. Et lorsque j'envoie le live, je suis à peu près sûr du déroulé, et puis je sais où on part, à peu près où on s'arrête, dépendant du temps qu'on a. Mais voilà, généralement ça reste assez haut niveau pour que ce soit haut niveau dans le sens des couches. C'est-à-dire que finalement on a fait des choses pas mal jusqu'à présent. Néanmoins, ça restait de l'ordre de la construction, avec des objets qui étaient déjà là finalement. Hein. Le noyau est déjà là, les binaires sont déjà là, etc. Pour ce numéro, je vais être transparent avec vous, j'ai beaucoup plus galéré que d'habitude. J'ai galéré parce que ce que je veux vous montrer aujourd'hui, ça pose le problème de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que si je vous parle du début du sujet, je suis obligé de parler de la fin du sujet. Je suis un peu emmerdé. Donc je vais essayer de le faire de façon didactique et surtout le plus simplement possible. Parce que on va aujourd'hui expliquer qu'est-ce que ça signifie de démarrer un processus, de démarrer un programme. Vous savez, vous faites clic-clic sur votre bureau ou avec votre shell, vous lancez LS ou n'importe quel programme. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que ça fait? J'ai préparé des petites notes parce que va falloir s'accrocher. Hein. Vous avez bien mangé? Oui, on va parler de Michel. On va absolument parler de Michel. Vous avez pris un café, vous êtes bien. L'expérience qu'on va mener, on va la mener encore une fois essentiellement sur notre vieille Slackware 3, notre téméraire et fidèle Slackware 3, pour une raison très concrète. On m'a dit sur encore un rant sur Twitter qui disait oui, c'est plus la même chose aujourd'hui. Le kernel de l'époque c'était 500 000 lignes et puis aujourd'hui on est plutôt dans l'ordre de 15 millions de lignes. C'est tout à fait vrai. Mais les 500 000 lignes dont on parle, donc kernel 1 et quelques, si on les comprend, en fait les 15 millions de lignes d'à côté, ça sera pas plus un challenge en fait. Parce que les notions fondamentales sont toujours les mêmes. Réellement. Dans les 15 millions de lignes des kernels récents, il y en a probablement, je ne le sais pas, mais je le présume fortement, il y a probablement au minimum, allez, on va dire entre la moitié et 2/3 qui sont en fait des drivers. Donc effectivement, il y a beaucoup plus de lignes de code parce qu'il y a beaucoup plus de drivers, il y a beaucoup plus de matériel supporté. Autant CPU que device, que etc. Donc faut pas se laisser impressionner par la taille du noyau. Et la raison pour laquelle je focus moi sur une vieille Slackware, donc il y a vraiment une notion de simplicité, c'est-à-dire que
le code source des anciens kernels est beaucoup plus lisible parce que beaucoup moins fourni en termes de device, en termes de conditions, en termes de fail-safe, etc. Ça veut dire aussi qu'il est un petit peu plus dégueulasse. Soyons concrets. Hein. On va voir un truc après. Bon, c'est perfectible. Mais ça se comprend bien. Okay, on arrive mieux à lire ce qui se passe, on arrive mieux à comprendre ce qui se passe. Et c'est pour cette raison que je focus sur une ancienne distribution Linux avec un ancien noyau et une architecture 32 bits. Okay, parce que Slackware 3 n'existe que sur 32 bits. Et c'est pareil, c'est uniquement une histoire de simplicité. On va parler plus tard de quelles sont les différences avec les architectures 64 bits, etc. Mais une fois qu'on a compris, là ce qu'on va voir aujourd'hui en fait, il y a très peu de différences avec... Bon, il y en a, mais une fois qu'on a compris le mode de fonctionnement sur une architecture 32 bits, il y a... c'est hyper... Je vais pas dire facile, mais c'est... le chemin, il est beaucoup plus simple pour comprendre le fonctionnement en 64 bits. Et honnêtement, franchement, les différences sont pas ouf. Donc, voilà toutes les raisons qui font que je mets le focus sur un système 32 bits, sur un vieux système, avec un vieux kernel, pour vous permettre de comprendre plus facilement où on va. Je lis ce que vous me dites. Alors Yastromo me dit, rapport à ce que tu viens de dire sur la transmission, j'en profite pour citer le proverbe japonais que j'aime bien. La bougie ne perd rien de sa lumière en communiquant à une autre bougie. En la communiquant à une autre bougie, c'est tout à fait vrai. Il y a, je pense que c'était la Quadrature du Net qui avait sorti une picto là-dessus. On va disséquer Michel, absolument. On va absolument disséquer Michel. Je suis encore en train de manger, essaye de pas trop nous secouer. Ok, je vais essayer, hein. Je vais essayer. Alors, donc je vous dis, on a un problème de poulet d'œuf, mais on va essayer de le faire le plus proprement possible. On va basculer sur le big term. Est-ce que, tiens, question pendant qu'on y est là, le chat sur la full cam, il est mieux là, je l'ai agrandi en fait, j'ai viré le truc qui avait, l'espèce de haut-parleur là qui était stylé, mais en fait on voyait rien dessus. Donc là, j'ai juste mis en fond. Oui, c'est mieux, ok, cool. Et donc c'est pareil sur le big term. Ok, super, donc c'est mieux comme ça. Donc sur le big term, j'ai fait quelques changements aussi. Donc j'ai amélioré la taille ou la taille du terminal principal, hein, celui-là. Donc normalement, la fonte est plus large, mais ça cale parce que comme d'hab, je me suis retapé. Alors pas entier, hein, parce que putain, 2h10 hein, le dernier live. Hein. Donc ouais, j'ai vu en fait, on voyait pas le haut, on voyait pas le bas, enfin bref, c'était pas top. Donc là maintenant, normalement, vous voyez tout. Le chat, pareil, il était en transparence, je l'ai mis en fond gris pour qu'il y ait un meilleur contraste. Et effectivement, au bout du 40, j'ai changé la résolution en 720p la dernière fois. Si ça passe bien, je le laisse comme ça. Peut-être que j'essaierai de passer en 1080p. Puisque Raphaël m'a dit l'autre jour que 1080p c'est 5 MB quoi, en up. Et bon, ça devrait pas poser de problème. J'ai de la fibre, machin qui va bien ici. Donc ça devrait être cool. Mais bon, vous me dites ce que ça donne en 720p. Parce qu'apparemment, il y a des gens, comme je disais la dernière fois, qui me regardent en 4K. Truc de ouf. Je ne comprends pas. Mais je suis très content. Je suis très content qu'on me regarde en 4K. Et du coup en 4K dans les résolutions précédentes c'était vraiment pas terrible. Donc voilà. Ces préambules mentionnés, je vous propose... Ah, Moi Coquille. Alors pour information, Moi Coquille est ma femme. Donc bonjour Moi Coquille. C'est elle qui travaille sur les emotes en particulier. Donc ça passe déjà bien en 720. Ok, bah vous me direz si c'est raisonnablement bon sur vos écrans. Et puis si c'est encore pas assez, je pousserai et puis on essaiera. Et puis si c'est assez, c'est cool.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un tour de magie bidon. Mkadir Michel. Et oui, mesdames, messieurs, Mkadir Michel, sans trucage. D'accord? Oh, il y a Juice! Salut Juice! T'as rien raté? J'étais juste dans les remerciements, dans les trucs préalables et tout. Enfin, rien de. Pour l'instant, rien de transcendant. Enfin, je pense pas. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un minuscule petit programme. On est d'accord, vous voyez tout là, hein? Là, la première ligne et tout, vous voyez tout, il n'y a plus rien qui est masqué là, hein? stdio.h. On va commencer à expliquer un petit peu, hein, le C, ce qu'on fait, etc. Donc, un include, tout simplement, on en avait un petit peu déjà parlé. Ça inclut des définitions de fonctions. Ok? Parce que je vais utiliser une fonction très simple qui s'appelle printf et dont le prototype, donc le prototype c'est comment on est censé utiliser cette fonction, est déclaré dans ce fichier stdio.h, fichier qui se trouve dans usr include. Ok? C'est le chemin par défaut des includes que GCC ou que le compilateur s'attend à trouver, plus précisément le préprocesseur, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Et vous voyez que dans ce répertoire, on a bien un fichier stdio.h dans lequel on trouve la définition de la fonction printf. Voilà. Printf, on s'attend à avoir une chaîne, enfin un pointeur sur une chaîne de caractères, et puis un format derrière. Bon, on va voir ça, on va le faire tout de suite très simplement. Et on déclare, vous allez voir que en fait il y a beaucoup de mensonges dans Unix. Donc je vais dire des choses, en fait dans ce que je vais vous dire il va y avoir des mensonges. Mais c'est des mensonges qui sont donnés comme ça de façon tout à fait honnête par les profs à l'école et tout. Donc là, premier mensonge, main est la fonction principale qui est appelée lorsqu'on exécute un programme. Premier mensonge. Donc main, qui est donc la fonction principale qui est appelée lorsqu'on appelle un programme. Je vais appeler la fonction printf et simplement je vais écrire foo. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Et pourquoi je fais return 0 ici? Attends, je lis parce que ça se trouve, je suis en train de complètement vous mettre dans le gaz là. Ok, tout est nickel. Prochaine fois que je croise un Michel. ouais, mais ouais, je sais, je suis en train de niquer tous les Michel de la Terre. Pointeur sur champ, une chaîne de caractères. Ouais. Dumble, j'y vais. Pour l'instant, je vais pas parler de pointeur. En tout cas, pas de façon claire, pas de façon explicite. D'accord? Standard N1, c'est pas des mensonges, c'est des astuces. Ok, bon, ça va. Rien de. Oui, exactement, John Livingstone. 0, c'est le programme, c'est terminé correctement. Et donc, on a un retour. Pourquoi un mensonge? C'est effectivement appelé. Oui. On en reparlera tout à l'heure. Vous inquiétez pas. Donc, oui, retour 0, pardon, pas d'erreur. Ok. Donc, on y va. On va compiler ce programme. Alors, autant je l'édite. Donc là, ici, là, c'est la machine Mint. Ok. Simplement parce que j'aime mieux utiliser le Vim de la machine Mint. Si vous vous rappelez, j'ai exporté en NFS le file system de la Slackware. Là, en fait, je suis
Et là, je suis dans un répertoire NFS. En fait, je suis dans ma home, mais sur la Slackware, qui est donc ici. Et comme prévu, on a notre fichier michel.c. Donc on y va. cc-o michel. Michel.c. Voilà. Absolument aucune fioriture. Et attention, le tour de magie. Le tour de magie pourri. C'est quoi? Il est pourri ton tour de magie. Mais non, en fait, parce que c'est vraiment un tour de magie. Tout ça, ce qui vient de se passer, juste là, c'est un tour de magie. C'est absolument un tour de magie. Et ce que je vous propose, il est où le lapin? Mais en fait, il est sous tes yeux. C'est ça, le truc de ouf, c'est que le lapin est sous tes yeux, tu l'as pas vu. Ce qui se passe là, c'est absolument fabuleux. Et je vous propose de regarder exactement ce qui s'est passé lorsqu'on a fait /Michel et qu'il y a fou qui s'est affiché à l'écran. Pour ce faire, on va devoir... Alors comme je vous disais, on va commencer léger. Enfin, ce numéro-là, il est léger. Hein. Il est très léger. Oui, Ramirez. Hein? Attention. Ramirez. Voilà. Alors, je vous ai dit, on va démarrer... En plus, t'as même pas rendu exécutable. Ah oui, non, ouais, ça c'est le linker qui le fait, t'inquiète. Donc on va démarrer léger. On va démarrer léger. Hop, voilà, on va aller ici. On va démarrer léger. Où est-ce que je peux l'afficher? Là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Alors. Attends, parce que ça dépasse un peu là. Et du coup, ça cache le chat. Laissez-moi juste le réduire un petit peu. Non, je peux pas. C'est quoi cette merde là? Voilà. Voilà. Ça c'est mieux. Alors, cette petite merveille. Cette petite merveille, c'est un truc que j'ai trouvé hier. C'est un simulateur ou un pseudo-simulateur d'assembleur x86. Partez pas, partez pas, partez pas, partez pas. Je sais, j'ai dit le mot, compliqué, j'ai dit assembleur, mais partez pas. Parce que justement... Ah, je le connais pas celui-là. En plus, j'ai demandé l'autre jour si quelqu'un connaissait un autre truc. Bah, ceci dit, il est pas mal celui-là. On va utiliser celui-là. Ouais. En fait, on m'a dit que il y avait une petite déception sur les derniers épisodes, c'est que je descendais pas assez profond. Alors, bah là, on va descendre, mais méga profond. Je vous le dis. Hein. Mais pour descendre méga profond, j'ai besoin que vous compreniez quelques petites subtilités, vraiment l'assembleur, mais le plus basique, d'accord? Vraiment pour comprendre les petits trucs du fonctionnement réel de votre machine. Voilà, on est en spéléo. Ouais, tout dans la nuance. Bah, en plus, c'est toi qui t'es plaint en Numble là. Donc voilà. Là, hein? C'était pas. Bah voilà. Bah, assembleur, on y va. Alors. Qu'est-ce que. Oui, alors c'est ça. À la fin, ce que fait notre système d'exploitation, ce que fait notre noyau, on en a déjà parlé plus ou moins, c'est causer avec le CPU. Et n'en déplaise j'ai pas envie de mettre tout le monde à dos là, donc n'en déplaise à une certaine catégorie socio-professionnelle de notre métier,
cette discussion entre le noyau et le CPU ne s'effectue pas en JavaScript. Parce qu'on a envie de ne pas avoir à passer la moitié de l'après-midi dehors pendant qu'un browser se lance. Ou un LS. La communication entre le noyau et le CPU s'effectue, je vous le donne en mille, en code machine, qu'il est plus pratique de représenter en assembleur. Ok, l'assembleur est un langage paradoxalement extrêmement simple. Okay, on peut pas faire beaucoup de choses avec... Enfin si, on peut faire beaucoup de choses évidemment, mais il n'y a pas de fonction extrêmement évoluée. Alors, Yoda pour l'instant, rien. Tu n'as rien raté. Si tu as raté un tour de magie, je le refais parce que c'est... Attends, je vais clear comme ça. Hop, voilà. Tu as raté un tour de magie, je vais le refaire au ralenti. Donc, je te montre. Tour de magie. Michel.c qu'on a buildé, nanana. Et attention, tour de magie pourri. Rodriguez. T'inquiète pas, tu vas voir la magie dans pas longtemps. Ah, c'est Ramirez? Non, c'est Rodriguez. C'est Rodriguez. Bon, je reviens sur le browser. Hop. Alors, ça a l'air tout con, hein, l'histoire de passer sur le browser là, mais j'ai galéré avec ça, vous savez pas. Donc, l'objectif de ce petit site web, qui au demeurant c'est vraiment super, hein, c'est de vous montrer un tout petit peu d'assembleur, ok, de faire connaissance avec quelques notions très simples, mais qui vont vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui se passe par la suite. D'accord, Lord Casque Noir, salut, effectivement le langage assemblage permet d'effectuer très peu d'opérations, mais les opérations en question sont les éléments de base nécessaires à faire tout le reste. C'est absolument ça. On est combien? On est 39. Bah, bienvenue à tous les arrivants. Ah merde. Voilà, c'est bon. Alors, juste, hein, je fais une précision. Je suis mais absolument pas un cadre de l'assembleur, et encore moins un architecte matériel. D'accord? Donc, s'il y a des gens dans l'assemblée qui sont, eux, beaucoup plus balèzes que moi sur ces sujets-là, et qui spotent une grosse connerie que je vais raconter, vous n'hésitez pas à le dire. Et puis moi, je le relayerai dans le live. Ok? On fait ça depuis le début. Moi, j'ai pas de fierté mal placée. Comme je le dis souvent, je ne sais pas tout, loin s'en faut. Ces lives, je les prépare, ok, parce que c'est, encore une fois, c'est des notions que j'ai pas forcément retouchées depuis longtemps. Il y a des choses qui sont claires, d'autres qui le sont moins, donc n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises. L'assembleur, donc, c'est une façon de s'adresser au CPU, entre guillemets, dans le langage qu'il comprend. D'accord? Et ça, c'est faire des opérations de base. Alors, la première chose que je vais écrire, je vous demande de ne pas y prêter attention pour le moment. On va en reparler tout de suite après. Dites-vous juste que je déclare pour l'assembleur la section du programme dans lequel il va y avoir du code. Alors oui, le mot-clé pour dire qu'il y a du code, c'est .text. Je sais pas qui a eu cette idée de merde, mais c'est comme ça. La zone d'un programme qui est en train d'être exécuté dans laquelle il y a du code s'appelle .text. Voilà. Et alors on va faire un truc tout con. On va déplacer une valeur. Bon, on va copier une valeur dans un registre du processeur. Alors là, j'ai déjà dit beaucoup trop de mots. Le processeur, c'est effectuer des opérations. D'accord? C'est hyper important que vous m'arrêtiez là, si jamais je perds qui que ce soit. Hein. Parce que comme je l'ai dit sur Twitter, je veux laisser personne au bord de la route. Donc je vais pas être là, ouais, alors c'est bon, les registres, non, c'est bon, c'est comme ça, la pile, non, c'est bon. Non. On y va, vraiment, pas à pas. L'objectif de tout ça, vous allez voir si on va au bout là,
ça va être de faire des choses vraiment chouettes. De la sécu et tout, vous verrez. Donc, le processeur, c'est exécuter des opérations très simples. Déplacer des valeurs, additionner des valeurs, multiplier, faire des opérations logiques, des et, des ou, des NAND, des machins. Bon. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que donc, une de ses capacités, c'est d'effectuer des opérations. Une deuxième capacité, c'est d'avoir des petits slots de mémoire. On va appeler ça comme ça. Qu'on appelle des registres. Qui sont dans le CPU. Ok? Alors je lis juste ce que met Lord Casque Noir. En fin de texte, ce n'est valable que dans le cas que tu présentes ici. Sur d'autres moniteurs ou OS, cela se présente de façon différente. Oui, tout à fait. Mais justement, je veux pas embrouiller tout le monde. On va rester dans le cadre très précis d'une machine Intel avec un système d'exploitation Linux. Voilà. Après, libre à chacun de diversifier ses connaissances, mais on va rester vraiment, on va calibrer pour l'instant sur cette zone-là. Donc, on a des petites zones. Oui. Doucement. Alors, je vous en supplie, ceux qui savent déjà de quoi on parle, je vais aborder tout ça. Mais justement, je veux éviter j'y vais vraiment tout doucement. Je veux éviter de mettre trop de mots, trop de notions complexes, etc. dans la tête des gens qui découvrent tout ça. Okay, parce que c'est absolument, vraiment passionnant. Mais lorsque tout est mis bout à bout, rapidement et avec plein de notions extrêmement complexes, bah, les gens dropent la balle et finalement on a perdu. Donc j'y vais. Je sais que c'est pas 100% précis ce que je vais dire. Je sais je vais pas rentrer dans le détail du détail, mais c'est volontaire. On va y aller dans le détail. Ok? Un peu plus tard. Pour ceux qui ont vu le début de cette série, vous voyez qu'on est en train de progresser de façon significative. Ok? Mais donc vraiment, là on est dans le didactique simple. D'accord? Donc, dans notre CPU Intel, on a des registres qui permettent de stocker des valeurs, ok, qui derrière peuvent être processés par le même CPU. Ces registres ont des noms, d'accord. Sur une machine 32 bits, on a des registres qui s'appellent par exemple EAX, EBX, ECX, EDX, etc. etc., etc. Alors oui, c'est juste qu'il faut être conscient pour éviter de tomber dans l'intégrisme et la bêtise. Oui, tout à fait. Et donc dans ces registres, on peut... Josiane registre. C'est pas mal ça. Ça me plaît bien ça. Dans ces registres, on peut copier des valeurs. Et on copie des valeurs avec une instruction qui s'appelle sobrement move. M-O-V. Et on va dire par exemple que dans le registre EAX, on va déplacer, je sais pas, la valeur 1. Par exemple. Hein? Donc on va... Alors déjà on va vérifier qu'on n'a pas fait de conneries. Assemble, bah tiens, j'ai déjà fait une connerie. Expected data, hors texte, pas comme ça hein. Pas section 2 points, non. Attends. Ah non, il n'y a pas de 2 points, autant pour moi. Pas ça. Et alors là, boum, oulala, il s'est passé des trucs. Donc comme notre code semble correct, là vous voyez que à droite, le site web, et c'est vraiment bien foutu, hein. Moi j'aime vraiment bien la gueule du truc. On a plein de choses de représenter. En particulier là, les petits carrés bleus là, eh ben, c'est des registres. Ok? C'est des registres d'un processeur, réellement. On va parler un petit peu plus d'un registre en particulier, juste après. Mais voilà, ce petit programme qui fait rien, hein, ce programme, vous comprenez, il met la valeur 1 dans le registre EAX, hein, qui est ici. Il faut vraiment se représenter ça comme des cases mémoire dans le CPU. Donc là, je vais run ce programme
c'est pas vraiment un programme, mais hop. Et voilà, donc là, ça fait donc le tick rate, donc 500 millisecondes. Alors je sais pas combien ça représente en hertz, je suis très mauvais en maths, mais en fait le tick rate c'est la fréquence du CPU. Et là vous avez vu qu'on a une instruction toutes les demi-secondes pour bien voir ce qui se passe. 2 hertz, ouais, pas mal non? Et là qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est passé deux choses. Premièrement, on a bien la valeur 1 qui a été placée dans le registre EAX. Yastromo, par curiosité, ce simulateur est-il capable d'émuler du 80-86 avec les registres? Bah non, parce que tu vois, regarde. Enfin, je crois pas. Hein. Enfin, si, bah oui, à la fin, qui peut le plus, peut le moins. Là, en fait, c'est des registres 32 bits. C'est apparu avec les registres 32 bits. Donc tu pourrais probablement, bah t'as juste à jouer avec des valeurs de 16 bits plutôt que 32. Donc il s'est passé deux choses. Il s'est passé qu'on a mis 1 dans le registre EAX. Et puis on a un autre truc qui vaut 1. EIP ici. Alors je vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. On va faire un autre truc en attendant. On va rajouter, on va dire... je sais pas, on va dire move dans EBX. Oui, ça, donc c'est ce qu'on appelle de la syntaxe Intel. C'est-à-dire que le truc qui est à droite va dans le truc qui est à gauche. Ok? Et dans EBX, on va mettre 4. Donc on vérifie qu'on n'a pas fait de bêtises. Ça marche. On revient là. Et on regarde bien. Tiens, je vais ralentir un petit peu là. Je vais mettre... Ah non, je peux pas? Ah non, 500 millisecondes c'est le max. Ok, bon tant pis. Donc on va bien regarder ce qui se passe là. Ok? On y va. Regardez bien EIP. 1, 2. Ah! Tiens, c'est marrant ça. C'est marrant non ce qui s'est passé? On a 4 dans EBX, 1 dans EAX, donc c'est bien ce qu'on voulait. Mais par contre EIP on a 2. Est-ce que ça a un rapport avec l'Indianness? Non. Enfin là en l'occurrence c'est vraiment de la syntaxe Intel, je ne pense pas que ça ait un rapport quelconque avec l'Indianness. L'Indianness c'est vraiment l'ordre dans lequel on lit les octets. Là en l'occurrence je pense que c'est vraiment une histoire de syntaxe. Hein. Eh, vous voyez, vous avez une idée de ce qui est en train de se passer ou pas là? Comment ça se fait que là, donc on a bien 1 et 4. A votre avis, qu'est-ce qui va se passer si je mets une autre instruction ici? Move, bah tiens, ECX. Ou je peux reprendre un autre registre, hein, je peux dire, bah, maintenant dans EX on va mettre 8. Et là, effectivement, EIP va valoir 3. Alors à votre avis c'est quoi EIP du coup? Ceux qui savent, vous le dites pas. Hein. Enfin, ceux qui savaient déjà. Je veux la réponse uniquement des gens qui présument de ce qui se passe. Pouf, 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 pouf. Ah bah oui, EIP ça vaut 3. Allez-y. Wild guess comme ça là. Ouais. Donc Lord Casque Noir qui dit un indice. IP s'appelle PC sur les processeurs Motorola. En fait, je pense que on peut dire IP ou PC de façon enfin pareil quoi. Compteur d'opération de ligne, ah, c'est pas mal. Nombre d'actions, c'est pas mal non plus. En fait, IP, vous allez voir qu'il y a une raison très forte pour laquelle je vous parle de ça. C'est ce qu'on appelle... Alors attends, une position dans le déroulement. Oh, joli, Phaléon, tu savais ou pas? Tu l'as déduit, Phaléon, ou tu le savais déjà au préalable? Si tu l'as déduit, c'est cool. Donc effectivement, IP signifie instruction pointer. Et en fait, ça pointe sur l'instruction en cours d'exécution. D'accord? EIP, c'est... Oui, c'est ça. Bon, alors comme d'hab, en cours, on apprend chaque truc. Enfin, vous savez, on va parler de pas mal de choses.
Je relis ce que tu as mis juste après Dumble parce que c'est assez long. On va parler de pas mal de choses. Mais par contre, je vais absolument pas faire comme on fait en cours. C'est-à-dire que, typiquement, tout à l'heure, on va parler de la MMU et de la meilleure virtuelle. Je pourrais sincèrement passer 2 heures dessus, à vous expliquer exactement comment ça marche, comment c'est traduit. Moi, je vais vous résumer ça vraiment en 2 phrases. Et ça va être largement suffisant. Parce qu'après, si vous voulez vraiment savoir comment ça marche, bon, bah vous allez sur Wikipédia, machin, vous regardez, ah oui, alors ok, c'est des pages, machin, avec des... Bref. Mais moi, ce que je veux ici, c'est qu'on comprenne ce qui se passe. Ok. Après, le détail, enfin, c'est facile à trouver. Alors, je vais juste lire ce que dit Dumble. En gros, si je résume, l'assembleur, il y a un langage assembleur. On peut le voir comme une API qui permet à un programme de dialoguer avec le CPU, oui. Ici, on parle de processeur de la famille Intel x86 132 bits, oui. Un CPU, c'est un truc physique qui réalise physiquement des instructions, qui a des petits emplacements en mémoire, en gros. Les instructions, c'est un lien plus ou moins direct. C'est un lien plus ou moins direct, la partie physique du CPU, qui fait concrètement, physiquement, l'action. Ouais. Ouais. Ah, dommage, Shobi. Donc Shobi s'en va parce que il nous dit bon, 2 petits anges / démons ne sont plus trop d'accord pour que je reste là. Bah ouais, je sais. Moi j'ai pas ça, moi. Moi j'ai des chiens, mais parfois ils sont relous aussi. Ils sont relous aussi. Ok. Donc, et quand on code, on ajoute un peu de fioriture de l'OS et on dialogue avec le CPU. Oui. Ça peut se résumer comme ça. Ok. Donc, est-ce que là, cette petite partie-là, elle est claire pour tout le monde? C'est très simple. Oh, Léa Linux, putain, trop fort! Eh, t'es là depuis longtemps, je t'ai pas vu arriver? Alors, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, nous avons Léa Linux sur le canal. On peut pas s'entendre applaudir, mais moi j'applaudis. Hein. Ok. Ah, pilote. Donc c'est bon, t'as tout, Léa, le déroulé. Tout. Donc t'as vu, hein, on a fait vraiment 3 instructions très simples. On a déplacé 1 dans EAX, 4 dans EBX, 8 dans EAX à nouveau. Donc ce qui nous a mis effectivement ces valeurs-là dans les registres. Et puis on a compris ce que c'était que ce registre-là, EIP, un petit peu spécial, qui est en fait le pointeur vers l'instruction courante. D'accord ? Voilà, donc ça c'est très pratique cette petite interface. Et alors, par contre, le seul truc, c'est que c'est juste pas du tout documenté. J'ai trouvé 0 documentation sur ce truc-là. Et en fait, j'ai découvert avec leur exemple de base que on pouvait faire ceci. Parce qu'évidemment, au début, j'ai essayé de faire un syscall classique. Hein, donc si vous vous rappelez un syscall, mais on va revenir dessus, vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'étaient pas là dans les épisodes précédents, un syscall normalement, en tout cas sur une architecture 32 bits, ça se déclenche avec le mot-clé INT pour interruption. Et normalement c'est 0x80 avec tout un tas de trucs avant. Mais en fait ça foire lamentablement ici. Et puis il faut ici déclarer le syscall, potentiellement des paramètres et tout. Et en fait ça marche pas. Par contre, a priori, l'équivalent de 0x80 sur ce petit émulateur x86, c'est 2. Et en fait il suffit de déplacer la valeur dans EAX. Et là, pouf, voilà. Ça marche. Par contre, ça m'a pas tellement sorti des trucs. Probablement parce que 2 c'est rien. Bon, en tout cas, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. L'objectif c'était vraiment de vous montrer comment on manipule des petites parties, enfin des tout petits bouts d'assembleur, et en particulier ce que c'est que l'instruction pointer. D'accord ? Donc tout le monde m'a dit que c'était clair, donc on va pouvoir continuer. Et je reviens à notre tour de magie. Donc ici, si vous vous souvenez
alors je pense que c'est l'épisode numéro 4, mais j'en suis plus sûr. Ici, ce qui se passe, c'est il y a deux choses. Quand j'appuie sur Entrée, il se passe deux choses. La première, c'est qu'on va forker le processus courant, donc le shell. Et la seconde, c'est qu'on va exécuter le programme Michel. Et justement, mon objectif là aujourd'hui, c'est de démystifier ce que ça veut dire exécuter. C'est quoi? C'est magique. C'est quoi exécuter? Alors on va voir ça tout de suite. Alors j'ai normalement un autre shell. Voilà, il est ici. Est-ce que je suis là où il faut? Oui, je suis là où il faut. Souvenez-vous, on avait... Est-ce que je le fais comme ça? Voilà, je suis typiquement dans la problématique de l'œuf et de la poule. On avait détecté que pour exécuter un programme, on appelait un syscall. Et là, je vous demande de vous taper au moins la partie sur les syscalls de l'épisode 4, parce que c'était assez long. On avait détecté que donc le syscall qui permettait d'exécuter un autre programme, c'était le syscall sys_execve, plus simplement execve, qui est déclaré dans le fichier CFS exec.c. Alors là, normalement, on a voilà, le syscall sysexecve qui appelle derrière la fonction doexecve. Ok, je vais peut-être plutôt, je vais le regarder avec la machine moderne là, parce que c'est assez dégueulasse en noir et blanc. Donc usr src linux fs exec.c. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est doexecve. Voilà. Alors doexecve, si vous vous souvenez ce qu'on avait déterré la dernière fois, vérifie un certain nombre de choses sur le file system. Est-ce que l'exécutable peut être appelé? Est-ce que la permission, est-ce que la partition permet d'exécuter des programmes, etc. On a aussi compris que c'était là qu'il y avait une interprétation du fameux shebang, dièse point exclamation, et que s'il y a un shebang, on va appeler l'interpréteur qui va permettre d'exécuter le script en question, etc., etc., etc. Et si ce n'est pas... où est-ce que je suis? Si ce n'est pas un script, on va charger un binaire. Ok? Et en l'occurrence, un binaire de format... Je vais voir si on le trouve ici. On ne le trouve pas ici. De format... Je vous le donne en 1000. Ben non. Bon, allez, ça va être un coup de find parce que je sais plus où il est. Find ici, mon name, binfmt. Ok. Je l'ai pas effacé quand même. src, linux, 1. Ok. Putain, c'est bizarre que ce soit là. Non, c'était bien ça. Bon, ok, je suis sous. Donc il est là. Là, c'est le moment où les choses se corsent un petit peu. Donc je vais d'abord lire ce que vous avez raconté. La SMR, c'est un assembler.
Non, il fonctionne de la même façon que l'assembleur fourni par MS-DOS. On va mettre les piles dans Michel. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un Linux d'antan. Oui, absolument. Ça répète. C'est une Slackware 3. Voilà, exactement. Slackware 3, noyau 1, 2, 13. Comme j'ai dit au début du live, en fait, pour simplifier les choses. J'ai choisi un ancien noyau de façon à ce que on n'ait pas des milliards de lignes code à dépiler. Donc il y a des choses qui sont un peu moins classe qu'aujourd'hui, mais je trouve qu'elles sont particulièrement, disons, elles sont plus lisibles. Alors, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc loadelf, c'est ça. Loadelf binary. Dans ce fichier, mesdames, messieurs, on charge littéralement le fichier binaire en mémoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où on va commencer à causer d'une notion dont on a parlé vaguement depuis le début de ce stream, qui est la notion de mémoire virtuelle. Mais qu'est-ce que la mémoire virtuelle? Là encore, je vais utiliser les outils, en tout cas les informations qui sont issues d'une vieille Slackware pour simplifier les choses. Faites-moi confiance, c'est beaucoup plus simple d'aborder ces notions-là sur une machine 32 bits qui n'a pas de sécurité particulière que sur une machine 64 bits récente avec des noyaux récents. Une fois que vous avez compris le fonctionnement de tout ça, extrapoler sur les nouvelles méthodes de chargement, c'est pas bien compliqué. Okay, vous vous rappelez que dans le répertoire /proc, et ne t'inquiète pas Dumble, on va revenir sur le fonctionnement de /proc. Dans le répertoire /proc, on a en particulier des répertoires, en tout cas ce qui est représenté comme des répertoires, qui contiennent des informations sur les processus qui fonctionnent actuellement. D'accord? En particulier, on a un fichier qui s'appelle maps dans chacun de ces répertoires. Attention là, hein. S'il y a un seul truc que je dis qui est pas clair, c'est direct sonnette d'alarme sur le chat. Hein. Là, ici, là, tous les numéros qui sont là, tous les numéros qui sont ici, représentent un processus qui tourne. D'accord? Rien dans les manches, tout est là. Donc par exemple, si je prends /proc, tiens, cron d47 maps. Attends, je lis juste. C'est ça le problème avec les programmateurs amateurs ou les pros qui n'ont pas la hiérarchie pour les contraindre à être rigoureux. Si tu leur laisses la bride sur le coup, ils oublient les conventions passées pour adopter celles qu'ils utilisent au moment T. Oui. Donc, dans ce répertoire qui représente donc des informations relatives à un processus, j'ai un fichier qui s'appelle maps. Fuyez pas. Hein. Fuyez pas, j'ai dit, restez là. Reviens. Reviens, petit. Reviens. Voilà. Ah non, mon chien, c'est pas pour toi. J'ai affolé mon chien. Ok. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Ah, c'est ça, c'est reviens, gamin. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, ici, on a littéralement ce qu'on appelle des segments de mémoire dans lesquels on trouve différentes informations qui sont relatives à notre binaire. Donc 47, on dit que c'était quoi? On a dit que c'était
cron D. D'accord? Jusque là. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Au moment où tu as fait le 4, on est passé de 45. Ah ouais, mais je sais, non mais je sais, mais ça c'était sûr. Ça c'était sûr. On voit, tu sais, on voit des numéros avec des lettres et tout, c'est incompréhensible. Bon, bah, c'est mort, j'ai perdu tout le monde. Attendez, attendez, vous allez voir, c'est pas si compliqué. En fait, ça là, ce fichier maps, c'est littéralement l'explosion du processus là, cron D, en mémoire. Ok. Fine by me. Regardons un autre processus. Alors attention, attention, il y a peut-être encore un tour de magie. Vous êtes prêts? Ok. Mais attends. Attends. Comment ça se fait que ce programme-là, donc 61, donc c'est syslog-d, comment ça se fait qu'il occupe les mêmes plages de mémoire que cron D? C'est chelou, non? C'est quoi cette magie? En fait, il faut savoir que les processus sont une armée de Michel à qui on ment. Je vous avais dit, on ment. Non, c'est même pas encore. Non, t'inquiète. On va en parler des libres parties. Non. C'est vraiment tout ça. C'est un espace mémoire, un espace d'adressage qui est littéralement occupé par cron D. Et tout ça, c'est un espace d'adressage, un espace mémoire qui est littéralement occupé par, c'était qui? syslog-d. Mais quel est le fuck? Comment? Quelle est la magie? Et là, je vous le donne en mille. Tiens, on m'a dit que j'arrêtais pas de dire ça aussi, je vous le donne en mille. C'est là qu'intervient Monique. Eh oui. Monique MMU. En fait, cette armée de Michel, cette armée de processus, ils sont tous persuadés, ils sont absolument tous persuadés d'avoir toute la RAM à eux. Ils sont tous persuadés d'avoir absolument l'intégralité de la mémoire à eux. En l'occurrence, cette plage d'adresse, elle est, au total, elle fait 32 bits. Ok, on a dit tout à l'heure, on est sur une archi 32 bits. Oui, une armée de Michel pour une seule Monique. On en reparlera. Attends, Dumble, si je comprends, pour faciliter le process, on leur dit qu'ils ont X de mémoire avec une adresse virtuelle. Mais c'est presque ça. Eh ben, putain, bien joué. Bien joué, Dumble. Alors je lis juste ce qu'a dit Dumble parce que on s'approche de la vérité. Si je comprends, pour faciliter la vie des process, on leur dit qu'ils ont X de mémoire avec des adresses virtuelles et le fichier qu'on voit, c'est le mappage entre les adresses virtuelles et la mémoire. Alors non. Le fichier maps n'est pas le mapping entre les adresses virtuelles et réelles. Du tout. En fait, tu sais pas du tout quelles sont les adresses réelles. Je vais même aller plus loin. Même le CPU, même Patrick, rappelez-vous Patrick CPU. Patrick ne sait absolument pas quelles sont, bon, si à un moment donné il le sait, quelles sont les vraies adresses. En fait, Patrick dit, j'ai Michel là-bas, il veut accéder à l'adresse 0800 600 machin. Et il demande ça à Monique. Monique, qui a un énorme tableau Excel. Ça porte plein de noms. Elle a un tableau Excel avec du cache pour aller plus vite. En tout cas, elle a un gros tableau Excel qui lui permet d'aller voir. Ok, alors la page 0800 machin. Ah bah là voilà. Et c'est Monique de la compta, mais c'est exactement ça. Et Monique de la compta, son nom de famille c'est MMU. MMU. Ok. MMU, je vous le donne en mille pour Memory Management Unit. Et en fait, cette notion de mémoire virtuelle,
Elle est certes implémentée par les systèmes d'exploitation, plus ou moins bien, mais elle est en réalité implémentée par le CPU, enfin, par un bout du CPU. Historiquement, la MMU, Monique, hein, c'est parce que maintenant, quand vous allez voir la MMU, à chaque fois que vous allez penser à Monique. Avant, hein, dans les anciens CPU, d'ailleurs, il me semble, Motorola, à un moment donné, c'était un coprocesseur, quoi. C'était pas dans le CPU. Attends, quoi, Yoda? En gros, les programmes ont été découpés par partie. Quand deux programmes ont deux morceaux identiques, ça référence le même endroit. Oui, alors oui, tout à fait. Attends. C'est absolument vrai. Il faudrait... Ok, attends, parce que vous parlez trop vite. Il faudrait voir... Ok, aucun... Ok. Monique Management Unit, ouais, c'est ça. Alors oui, Yoda, tu as raison. Par contre, encore une fois, hein, doucement. Donc, le premier truc qui est super important, c'est vraiment super important, c'est de comprendre que le processus, lui, n'a conscience, ou en tout cas, a l'illusion d'être dans un espace d'adressage qui n'est qu'à lui. Ok, pour lui, il est seul. Et il n'y a, pas de problème. Vous savez, c'est mémoire virtuelle, c'est un peu comme une machine virtuelle finalement. Hein. Une machine virtuelle, les process qui sont dedans ont l'impression d'être... et alors, absolument, Domble, tu as tout à fait raison, c'est une des fonctionnalités du mode protégé, qui est arrivé en 386. Ouais, alors tu vois, typiquement, ça respecte, je veux pas fraguer les informations que je viens de donner, donc on verra. On va en parler hein, du mode 64 bits, c'est tout. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus parce que c'est vraiment le concept, il est là. Faut pas confondre les fichiers. Ok. Je vais essayer de pas me perdre hein, parce que là, ça part un peu dans tous les sens. Mais donc, nos processus, c'est ça qui est important. Ils ont l'impression d'être dans leur propre espace d'adressage. On voit que toute la RAM leur appartient. Bon. Dans ces zones mémoire là, il y a plein de trucs différents. Ok? Et qu'est-ce qui définit les emplacements des informations dans les zones mémoire? Concentrez-vous là, concentrez-vous. Parce que c'est quoi là, ce découpage là? On a plein de trucs. Bon, alors ok. Là, c'est quoi? R, XP, machin, RWP. Qu'est-ce que c'est que tout ce merdier? On va y revenir. Hein. Mais c'est quoi qui met tout ça dans cet ordre-là? Eh ben, c'est justement le fameux format ELF. ELF. Pour executable and linkable format, je crois. Ou si c'est ça. En gros, ce format, c'est une structure de données. C'est une structure de données dégueulasse à lire. Ok, c'est extrêmement complexe. Vraiment, enfin, ELF, c'est complexe. D'accord, c'est... Après, enfin, vous pouvez aller voir les structures et tout, comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Il y a un nombre de documentation sur le sujet infini. Probablement, on va mettre les doigts dedans assez longuement dans de futurs épisodes. Mais dites-vous juste que le format ELF, c'est la façon dont un exécutable est chargé en mémoire. Et maintenant, chargé en mémoire, vous comprenez ce que ça veut dire, hein? Chargé en mémoire, c'est que le processus, Michel, est chargé potentiellement à des endroits différents de la RAM. Hein. C'est pas du tout... Il y a des trucs que je veux dire, des trucs que je veux pas dire. C'est pas grave, je vais rester évasif. Les programmes peuvent être répartis un peu partout dans la RAM physique, la RAM réelle que vous avez. D'accord? Par contre, à la fin, c'est la MMU, Monique, qui va faire les liaisons entre l'emplacement physique et ce que demande le processus et la façon dont il est organisé en mémoire. Ok, à ce stade,
Parce que là c'est un énorme morceau qu'on vient de voir. À ce stade, est-ce que vous pigez de quoi il s'agit? Je vais lire en même temps ce que lit Lord Casque Noir. En fait, le programme, lui, ne peut que produire des adresses en 32 bits, ce qui lui donne accès en pratique à 4 Go de mémoire. Exactement. Donc tout ce qui se trouve en dehors de 4 Go qu'il peut voir n'existe pas pour le programme. Tout à fait. À partir de cela, on définit la mémoire réelle comme la totalité de la mémoire disponible, absolument, sur le système utilisé. Et la mémoire virtuelle, qui est la portion de mémoire que le programme veut pouvoir y adresser. Peut voir et adresser. Ça va? Ok. C'est important ça, hein. C'est vraiment un gros bout ça. Et donc cette organisation de la mémoire, elle est... Moi là, il y a une différence entre ouais c'est bon on a pigé et ça va. Et là pour l'instant j'ai Phaléon qui dit pour le moment ça va et Latéralus qui dit ça va. J'ai un doute là. Processus. Attends. C'est pas tout à fait correct. Le processus peut adresser plus de 4 Go. Oui. FreeBSD Rocks. On a dit qu'on gardait ça simple pour l'instant. En gros. Je vais quand même le refaire. On reprend. Ici, on a une fonction C qui est issue du noyau. Non, exactement, Lord Casque Noir. Je veux justement pas rentrer dans la notion de page maintenant. On a une fonction qui est extrêmement imbuvable, mais qui va... Donc là, on est dans le noyau, hein, d'accord? Et le noyau va littéralement charger et segmenter le programme en différentes zones de mémoire qui sont organisées selon un format qui s'appelle ELF. D'accord? Oh, AIS388 subscribe à Tier 1. Eh, merci beaucoup, AIS388. J'espère que j'en ai pas raté d'autres, hein, parce que entre les shells et le chat, je sais pas qui je rate. Merci beaucoup AIS388. Ça me fait méga plaisir. Moi, à chaque fois là, je vous le dis, hein, à chaque fois que je vois un sub, c'est... Ça me fait tomber de ma chaise, je trouve ça mais absolument magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je relis, hein. Grosso modo, c'est tout bon, ok. Ok. Attends, il y a Tuvor Monkey qui dit qu'il est un peu largué. Je suis un peu largué, mais en regardant le replay, je pense que j'arriverai à raccourcir le wagon. Je le refais encore une fois. On est complètement off limit en termes de temps, hein, je vous le dis là. Donc, j'ai un programme. Prenons Michel, ok. Qui est là, qu'on peut exécuter. Ah merde, il est pas là. Ah oui, non, attends, je suis pas au bon endroit. Voilà. Il est là. Boum. Il affiche quelque chose à l'écran. Le fait qu'on fasse ceci, ok, le point slash Michel, donc on exécute. L'objectif de tout ça, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe quand on exécute. Ça veut dire quoi qu'on exécute? Et le premier truc que le système d'exploitation, que le noyau réalise lorsqu'on demande d'exécuter, lorsqu'on appelle comme ça un programme, c'est en premier lieu d'appeler le syscall. Oh là, attends, je suis plus dans. Si? Ah non. Je suis déjà dans les sorciers Linux, dans ces fsexec. C'est d'appeler le syscall do execve qui lui va détecter qu'il s'agit... Ouais, non mais attends, tout à l'heure, Sofiane Objdump, c'est prévu aussi, c'est prévu. Qui donc, execve,
execve, il exécute pas comme ça par magie. On va y arriver. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Comment ça démarre en fait. Oui, ça fork d'abord, mais là je focus sur execve. Ok, là on focus sur l'exécution. Fork, on en a déjà parlé la dernière fois. Le processus se duplique, etc. On en reparlera. Pour l'instant, je focus sur exec. L'objectif de cette session, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que ça signifie qu'un programme s'exécute. Et comme là, je vois qu'on a plein de nouveaux arrivants, j'en profite pour refaire une passe. On a un programme qu'on a compilé, qui s'appelle Michel. Michel processus pour les nouveaux arrivants. On le démarre, boum. Et là, il y a un tour de magie qui arrive là. Ok, il y a un programme qui s'exécute. Un programme qui s'exécute, ça veut dire que on appelle une primitive, on appelle ce qu'on appelle un system call qui s'appelle execve, donc exécution de programme, qui va détecter que le programme en question est un programme binaire de type ELF, et pour interpréter des binaires de type ELF, il y a un fichier, encore une fois dans le noyau, qui s'appelle binfmt elf, dans lequel on load. Où est-ce qu'il est? Voilà. Non, c'est pas celui-là. Dans lequel on load littéralement un binaire ELF. C'est-à-dire que on lit des sections de ce programme, on les met en mémoire, ok, et les mettre en mémoire, ça veut dire de les organiser de telle forme qu'on trouve dans proc, numéro de processus, maps, et on a ce merdier là, avec des adresses qui représentent des morceaux du programme. D'accord? En même temps, il y a Léa Linux qui m'envoie des gifs sur Twitter là. Ok. Donc, on a pour le moment, je vais revenir sur cette histoire de répartition là après. Hein. Ce programme qui est splitté dans plein d'endroits différents, d'une zone mémoire qui lui est réservée, et lui a l'impression d'avoir 4 Go de RAM à lui. Ok? Et ces 4 Go de RAM sont en fait une illusion qui est créée par un morceau du processeur qui s'appelle le MMU, Memory Management Unit. Ok? J'ai été un petit peu vite là. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou pas? On est 54, donc j'ai pas perdu tout le monde pour le moment, même avec les trucs horribles qu'on voit à l'écran. Des adresses mémoire sont stockées, où sont stockés le code du processus? Oui, absolument, le code et les variables. C'est tout à fait ça. En fait, je vais utiliser un outil absolument formidable qui s'appelle... Attends, fais voir, juste être sûr qu'il... Ah ouais, le souci c'est que quand je le build sur la Slackware, du coup, la mint elle est un peu dans le mal. Ok, bon, je vais la rebuilder, bougez pas. Alors, je vous demande de cacher vos yeux et de ne pas regarder les flags horribles que je vais mettre. Michel.c. Je ne vais pas revenir, je vais pas vous expliquer ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Ok. Dites-vous juste, je construis, enfin je compile le code source Michel.c en 32 bits. Ok, parce que là je suis sur une machine 64 bits. Hein. La machine Mint là, c'est une machine moderne. X86-64, c'est du 64 bits. Mais moi je veux le builder en 32 bits parce que on analyse pour le moment le fonctionnement d'un système en 32 bits. Et globalement je désactive les protections diverses et variées des OS modernes, et je demande à ce que l'assembleur qui est généré soit au format Intel. Bref, on va pas tergiverser là-dessus. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est un programme qui s'appelle readelf, qui nous permet, par exemple, de voir les fameuses sections du programme généré
sur disque. Et donc pour répondre à Phaléon, alors on va pas revenir sur, on va pas expliquer tout ça, hein. En tout cas pas maintenant, il y a trop de trucs. Mais par exemple, dans l'organisation, parce que Elf définit comment on charge un exécutable en mémoire, mais il définit aussi le format que doit avoir un exécutable sur disque. Et donc, ici, où est-ce qu'on est, voilà, on a toutes les sections nécessaires au fonctionnement d'un programme. On a par exemple la zone texte, qui, comme je l'ai dit au tout début de ce live, contient le code. On a également la section data, je sais pas où elle est là. Elle est là, voilà, la section data dans laquelle il y a les variables globales, la section BSS dans laquelle il y a les variables dynamiques, etc. etc. Donc là, on a tout le nécessaire, toute la composition d'un programme. D'accord ? Ça répond à ta question, Phaléon ? Donc c'est effectivement stocké dans le code du processus. Dumble me dit, tu compiles la version telle qu'elle aurait été avant sur une machine moderne. Absolument. Ok, super. Donc voilà, donc readelf c'est très puissant. On va l'utiliser tout à l'heure pour faire un petit exercice. Toutes ces sections là, c'est le format du processus elf et c'est donc dépendant de l'OS. Tout à fait. Absolument. Et en l'occurrence, c'est le format elf d'un fichier exécutable elf. Alors ensuite, c'est comme un disclaimer pour se délivrer de toutes les responsabilités légales après qu'on nous ait tous fucked up le brain. Lord Casque Noir, en fait, dans la mémoire, tu stockes tout ce que tu utilises pour que ton programme fonctionne. Tout à fait. Si tu regardes les uns à la suite des autres, les éléments présents dans la mémoire, tu vas trouver les instructions du programme et les données du programme, absolument. Un exercice très rigolo à faire, c'est de faire un readelf qui analyse ce qui est en mémoire. Alors rigolo par contre un petit peu casse-couille. Donc ok, donc ça on est bon. Alors, c'est ok là ou pas? C'est ok? Et on va revenir dessus quand on va s'amuser avec les stacks, les entrées. Oui, oh bah oui, t'inquiète pas. Ça c'est absolument prévu au programme. On va jouer avec la stack et on va faire des choses très vilaines pour également mentir au processus. En fait, on va violer Michel, ça va être horrible. Pas là, on n'aura pas le temps, c'est sûr. Ok, c'est tout bon. Tu vois, mon geek, c'est clair aussi. Bon, bah, Sofiane, j'imagine que c'est clair depuis très longtemps. Par contre, pour le moment, on a vu comment un processus est chargé. Donc, fonction d'un format qui est le format elf, le noyau place les éléments un peu partout dans des segments, etc. Tout ça est tout à fait normalisé. Mais super. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? Comment ça démarre? Parce qu'à la fin, c'est bien mignon de charger des trucs, là. Mais comment ça s'exécute? Et là, les amis. Là, les amis. Il faudrait que je retrouve comment ça s'appelle. C'est Start Thread. Start. Voilà. Une fois que on a toutes nos entrées, qu'on a tout bien fait, qu'on a tous nos segments et que tout est chargé en mémoire, comment on fait? Et là, en fait, il y a une fonction qui s'appelle Start Thread. Super. Et qu'est-ce que ça... Oh, John Livingstone, pas mal. Pas mal. Bah, t'as bien vu. Attends, je lis juste ce que dit Dumble42. L'entry point avec les adresses virtuelles normalisées et les registres. Ouais, et alors justement, cet entry point, en fait, c'est John Livingstone qui a donné la réponse. Il se trouve... Alors, bougez pas, c'est dans Include... Alors là, en l'occurrence, jusqu'à présent, tout ce code,
il est assez générique. C'est-à-dire que déjà là, à l'époque, le kernel Linux, il buildait sur i386, il buildait sur Spark, il buildait sur, je pense, Motorola aussi. Et tout ça, c'est du code générique. Mais à un moment donné, pour causer avec le CPU, vous êtes d'accord avec moi que il va falloir un petit peu de code spécifique. Et à un moment donné, il n'y a pas le choix. Et on a pour ce faire un include. Donc ASM 1386, il y a quelques trucs là-dedans. Et il y en a un qui s'appelle processor.h. Et dans cet include processor.h, devinez ce qu'on trouve. Oh 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 oh. Et là, il se passe quoi? Eh ben justement, on définit le prochain step de l'instruction pointer qui va aller pointer sur effectivement ce qu'on appelle l'entry point du binaire, qui est défini très très naturellement par le format, le format elf. Où est-ce qu'il est? Entry point address 0x80 49 machin. Eh. Dites-moi que ça claque pas. Et je vous crois pas. Alors je lis juste ce que dit Lord Casque Noir. Généralement c'est plutôt très bon ce qu'il dit. Et c'est le fait que les instructions et les données soient disposées au même endroit qui explique les bugs. Parce que si on n'a pas une vision claire de l'endroit où se trouve le code et les données dans le mémoire, il arrive que l'on réécrive l'une sur l'autre tout à fait. FreeBSD Rocks, le code est toujours dans un espace mémoire en lecture seule. Le problème est de stocker les données dans une stack. Ok, plus tard la stack, plus tard, on n'en parle pas maintenant. Ok. Si je wrap up ce qu'on vient de se dire, lorsque je réalise le tour de magie, où je suis? Ah mais là. Suivant. On appelle execve. Effectivement, préalablement, on fork le processus comme on l'a vu dans les épisodes précédents. On fork. Execve écrase le processus qui a été forké. Constate qu'il s'agit d'un fichier binaire. Elf donc fait appel à la fonction de chargement d'un fichier binaire elf qui dispatche les informations qui sont dans le fichier dans des segments de mémoire qui ont chacun un rôle. Les variables dynamiques, les variables statiques, le code, etc., etc. Une fois que tout est bien placé dans cet espace mémoire qui est réservé au processus qu'on est en train d'exécuter, le pointeur d'instruction IP, vous vous rappelez le truc qu'on a vu tout au début dans l'émulateur de CPU, va se pointer sur ce qu'on appelle l'entry point elf, c'est-à-dire l'adresse à laquelle tu vas exécuter la première instruction. Et voilà, on sait comment démarre un processus. Est-ce que vous avez compris? Le gros suspense là parce que j'ai wrap up des trucs là. Donc Phaléon, c'est en gros. Yastromo, oui. Latéralus, oui. Phaléon, est-ce que tu es capable de me dire... Ah, tu veux voir mon geek? Oui. Boubou du 40, je crois. Alors, je vais vous demander un exercice. Est-ce que vous êtes capable de me dire ce qui est flou? Ce que j'ai pas réussi à rendre tangible. Allez-y, hein. C'est vraiment... l'objectif, là, c'est
c'est quand vous allez faire ./Michel. Bah ouais, ok, non, je sais ce qui se passe. Ouais, là ça fork, après ça exec, après. Je vais, pendant que vous formulez le truc, moi je prépare la suite. Donc /proc, ok, tac tac, ça c'est bon. Ok, ouais. Je regarde l'heure parce que ça fait 1h30. Fait chier parce que j'avais des trucs rigolos qui venaient là. Non, je préfère rendre propre là. Ok. Ce qui se passe après l'entry point, c'est flou. Ok. Juste pour être sûr, si on a EIP égale 4, si tu as... Attends, je vais dans l'ordre. Donc, Dumble 42, il me dit il y a des liens qui sont encore un peu flous. En gros, il y a plein de petites boîtes et tu rentres dedans, oui. Mais le lien entre chaque boîte, c'est plus complexe encore. Ok, les boîtes, je vais répondre à cette question en premier, la question de Dumble 42. Donc en gros, ce que me dit Dumble, c'est bon, ok, alors t'es mignon avec tes zones de mapping là, c'est super. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe quoi? Comment on accède? Enfin, c'est quoi cette division? Qui est où, etc. Bon, je vais utiliser le fichier maps d'une machine moderne, parce que le fichier maps d'une machine moderne est plus sympa à lire. Et on va prendre... qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, j'ai 2-3 processus qui tournent. Je sais pas, on va prendre 3000. Tiens. Maps. Ok, donc j'en ai pris un super léger, donc ça c'est bien. Ah bah tiens, Gnome Killing Demon, ok super. Donc là c'est un très très gros... Non bah on va pas faire ça. Bon à la fin ça change rien. Hein. Donc ça c'est un très très gros binaire qui a été splitté donc dans plein de régions, etc. Mais tu vois là tout ça? Tout ça c'est des adresses. Ok? Et en fait ton code, tout ce qu'il fait, c'est accéder à des adresses. Donc, par exemple, à un moment donné, tiens, on va revenir. Je vais vous montrer un truc. Je vais revenir sur la Slackware parce que mine de rien, c'est quand même moins compliqué. Tu vois ici, on va prendre cette ligne là. Donc ça, c'est le maps de quel processus déjà? CMD line. De syslogd. Ok. Là, on a le mapping mémoire, le mapping du processus syslogd. D'accord? Ça va peut-être répondre à d'autres questions. Là, on a vraiment le mapping mémoire de syslogd. Ok? Avec différents éléments. Je vais prendre par exemple ce numéro-là. Ce numéro, en fait, c'est l'inode du linker. Si vous vous rappelez la dernière fois, le linker, c'est ce qui permet d'aller chercher dans des librairies des fonctions qu'on n'a pas dans le programme principal. Par exemple, on utilise printf ou des fonctions de la libc, hein, de la librairie standard C. Et pour ça, il faut aller chercher le programme, où il est, ce qu'il fait, etc. Pour avoir accès à ces fonctions. Je présume que c'est ça. Voilà. Donc ici, par exemple, dans cette zone mémoire, on a mappé l'accès à la libc. Ok? En gros, encore une fois, on ment à Michel en lui faisant croire que la libc fait partie. Donc pour les nouveaux arrivants, Michel, c'est le processus, c'est le nom du processus. On ment au processus en lui faisant croire que la libc fait partie de son espace. Enfin non, d'ailleurs, il fait partie, mais on lui fait croire que ça fait partie de son programme, à lui. D'accord? Et dans cet espace d'adressage ici, il y a par exemple printf. Il y a par exemple dup. Il y a plein de fonctions qui vont être accédées
avec leur adresse, pas avec leur nom, fatalement. Je lis un petit peu ce que vous dites. Hein. Léa, t'inquiète pas, hein, je vais te répondre. Dans le fichier procédure 1, il y a le jeu d'instruction. Faléon, c'est pour inclure les spécifications. Ok. Oui, mais désormais, OGBread, pardon. Désormais, les processus, jusqu'à la fin des temps, s'appelleront Michel. C'est quelque chose qu'on a établi il y a longtemps. Et voilà, c'est comme ça. Donc, je reviens sur nos histoires d'adresse. Dumble. Ce qu'il faut comprendre, c'est un syscall. Ah merde, putain, t'as raison. Ouais, t'as raison. Bah, absolument, t'as raison, Kaltounet. Hey, Kaltounet, salut. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet espace là d'adressage, ok, ce maps là, c'est des briques mises ensemble qui vont permettre au programme tourne d'avoir accès à toutes les ressources dont il a besoin. Si tu te souviens tout à l'heure, là on a utilisé readelf pour lister tous les éléments, toutes les sections qui sont disponibles pour le programme qui tourne. Bon, bah par exemple, il va y avoir un segment dans lequel il y aura les datas, dans lequel il y aura des variables. Vous savez quoi? Ouais, désolé OGBread. Écoute, si t'es nouveau, je t'invite parce que on a dépilé pas mal de choses depuis le début de ce live, enfin de cette aventure là. Donc si tu veux, je te passerai le lien vers les rediffs qui sont sur YouTube. La naissance de Michel a eu lieu lorsqu'on a expliqué les 6 calls. Alors attends, je reviens un petit peu. Ok. Dumble, est-ce que c'est plus clair cette histoire de segmentation? Dis-toi juste que c'est des structures de données. C'est ni plus ni moins que des structures de données. Ok. T'as une zone qui est une structure de données qui correspond aux variables locales. Une zone de structure de données qui correspond aux variables dynamiques. Une zone qui correspond au code, etc., etc. Ah bah excellent OGBread, bah écoute, tu es absolument bienvenu. C'est vraiment le thème du canal là. Pas de soucis, c'est bon, t'es sûr? Vraiment, je veux laisser personne sur le bord de la route, hein, donc ces notions-là sont vraiment cruciales. Donc si on en profite maintenant pour les déterrer, c'est bien quoi. Ok, ensuite, Léa, tu avais une bonne question aussi. Attends, je remonte. Où tu es? Je t'ai perdu. C'était une question sur l'IP. Voilà. Donc, juste pour être sûr, si on a une EIP égale 4 et tu as d'origine un entry point address à 0x machin. Donc, la dernière instruction, c'est oui, absolument. Oui, non. Là, en fait, ce qui va se passer, regarde, tiens, tu sais quoi? On va faire un truc. Allez, je vais vous montrer un truc. Donc, je vous rappelle, Michel. Bon, on va lancer GDB. Non, on va pas lancer GDB du tout. C'est pas du tout ce qu'on va faire. On va lancer readelf, encore une fois. Readelf. Donc, moins H pour avoir les headers. Les headers du format elf. Faut vraiment, enfin, je vous jure, faut démystifier le truc. Hein, c'est des structures de données, ni plus ni moins. Donc readelf 1, Michel. Voilà. Ça cause beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à suivre le fil. Ces notions-là sont bonnes. C'est juste pas la structure réelle, les flags, etc. Ouais. Bon, si tu veux, on pourra faire une passe. On pourra faire une passe sur les champs des fichiers procmaps, mais sincèrement, je sais plus où est-ce que j'ai trouvé une très bonne doc sur la question qui explique justement chaque champ, etc. Là, ouais, je peux, non, sinon on passe vraiment beaucoup trop de temps là. Je voudrais juste répondre à Léa sur l'entry point parce que ça c'est vachement important.
Non, c'est pas une manière polie de te dire RTFM, du tout, au contraire. C'est juste que tous les sujets qu'on est en train de dépiler là méritent facilement 2 ou 3 heures chacun. Et là, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre le truc assez compréhensible pour qu'on se dise, voilà, je comprends ce qui se passe quand je démarre un exécutable. Maintenant, il y a plein de notions qui sont précises, et il y en a peut-être qui m'intéressent et d'autres non. Okay, par exemple, je vous ai expliqué ce que c'est que la MMU et comment elle va rechercher la vraie adresse dans les barrettes de RAM rapport à une adresse virtuelle qui lui est transmise par le CPU. Il y a un calcul derrière ça. Mais honnêtement, enfin, moi, j'ai probablement fait ce cours-là il y a très longtemps, mais je m'en rappelle plus parce que ça m'a fait chier en fait. Je trouve ça particulièrement relou d'apprendre par cœur pendant 2 heures c'est quoi le mécanisme de translation d'une adresse virtuelle vers une adresse réelle, quand à la fin, bon bah voilà, ça utilise des additions, des multiplications, des décalages, machin, bon ok. Ce qui est plus important, c'est de comprendre finalement ce que ça fait, quoi, comment ça marche. Ok, je reviens. Oui, je reviens, donc j'en étais là. Donc l'entry point est défini à cette adresse. D'accord? On va regarder un truc. Alors attention. Attention. Ne fuyez pas. Je vous vois. On va utiliser un outil qui s'appelle ObjDump. ObjDump, comme son nom l'indique, permet de dumper des informations d'un objet. Un objet en particulier au format ELF. Et je vais dumper je vais désassembler, donc je vais afficher le code assembleur de Michel. Oui. Michel passe au rayon X. Et je vais... Donc c'est 0x machin. Ok. Attends, en fait il n'y a pas besoin de... Allez, reviens. Ne paniquez pas. Mais non, voilà. Et là, qu'est-ce que je vois? Ça devrait être main là, non? Je vous ai parlé du mensonge. Le gros mensonge. Non mais arrête, Keltounet. C'est une blague. Enfin, c'est un truc qu'on j'ai lancé au début. En fait, lorsqu'on build sans plus d'attention, lorsqu'on build un programme en C, on pense effectivement que l'entry point c'est main, mais en fait non. L'entry point c'est start, enfin underscore start. Par défaut en tout cas, le linker appelle ça start. D'accord? Et en fait, bon, alors ça change rien, hein, à la fin ça démarre là. Et donc effectivement, l'instruction pointer va avoir l'adresse 0x80 machin comme prochaine instruction à démarrer. Et là on verra que tout ça en fait c'est ici là c'est quelque chose de très reconnaissable. Et puis regardez un petit peu plus loin là, boum boum boum, on appelle quoi? On appelle libc start main. Ok? Il se passe des trucs en fait avant que le fameux main soit exécuté, soit appelé. Il se passe des trucs dont on va pas parler maintenant. Ouais, je nique un peu le suspense là, mais on va pas en parler maintenant. Ok, je backlog un peu parce que ça cause beaucoup. Alors, le processeur, ok. Mais c'est quoi le code qui est exécuté par le CPU?
Tu poses vraiment la question, Sofiane? Non, je pense pas. Programmation. Syntaxe par défaut Intel, ok. Ok, non. Des mecs, on est content. Ok. Ok, donc c'est essentiellement du troll sur programmeur et programmateur. Oui, Astromo, c'est un peu comme en Python entre init et new, effectivement. En fait, il se passe des trucs. Il se passe des trucs juste avant d'exécuter réellement le code, mais on va en reparler un peu plus tard. Il est déjà 5h moins le quart et j'avais prévu de faire d'autres trucs. J'avais prévu de faire d'autres trucs, mais je veux pas les faire à la va-vite. Et donc je vais les faire la prochaine fois. Je vais vous faire un petit spoiler. Ouais, je vais vous faire un petit spoiler. Parce que c'est pas... Enfin... Vous voyez, cette histoire de start là, c'est pas anodin. C'est pas anodin parce que... par exemple, vous voyez là... je sais plus s'il est statique ou pas, Michel. Ouais, il est statique. Mais par exemple, si je faisais... Si j'enlevais ça... Et que donc Michel devenait un exécutable elf linké, on verra ce que ça veut dire dynamiquement. Et ben, c'est pas pareil. On a besoin d'avoir des librairies auxquelles on a accès. Alors ça, c'est pas vraiment une librairie, on va y revenir. Et ça a des impacts sur le démarrage de notre programme. Donc, et ça, je veux pas l'aborder comme ça à l'arrache, à la va-vite. Donc, on va en faire notre prochain live. Et dans notre prochain live, je spoil d'emblée, on va afficher un truc à l'écran. On va encore faire un tour de magie. Mais on va pas utiliser l'ellipse. On va le faire direct, comme des bonhommes en assembleur. En fait, en utilisant un syscall. Voilà. Oui, alors là, je tease à mort. Non, mais en plus, je vous promets, c'était prévu pour aujourd'hui, mais ça a filé comme d'hab. Et puis, il y a eu plein de questions super intéressantes. Tiens, ça me fait penser qu'on n'a pas fait de prédiction, dis donc. Et puis, j'ai même pas eu de hype train ni rien. Là. Tout pourri, là, cette session. Alors, attends. Saruspet, donc soit Michel, Shell, Syscall, Fork. Ah oui, bah oui, très bon résumé. Très bon résumé. Ok. Bon. Je vais. Alors juste, avant de clore là, parce que on a. Ça a l'air de rien, mais on a dépilé pas mal de choses là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair en fait? Est-ce que maintenant vous comprenez que lorsque on exécute un programme, en réalité, on ne fait que... Ah, joli Keltounet. Je vous la fais s'il vous plaît. Keltounet est spécialiste. C'est un professionnel, donc je lis. Tu fais de l'assembleur. Normal de dépiler, Emile. Alors, vous ne comprenez peut-être pas cette blague, mais elle est très bonne. Et je vous l'expliquerai. Donc, est-ce que vous comprenez que exécuter un programme, c'est numéro 1, dupliquer le processus courant, fork. Écraser les informations du processus courant avec le syscall execve, qui a comme job de vérifier si le truc qui est appelé est un exécutable. Est-ce que c'est un exécutable de type
plutôt de quel type l'exécutable est. Si c'est un exécutable de type elf, alors on va appeler la fonction qui permet de charger un exécutable elf. Charger un exécutable elf, c'est dispatcher dans un certain nombre de segments les informations relatives à cet exécutable, notamment son code, donc réellement les instructions qui sont à être exécutées, ses variables, potentiellement les librairies dont il a besoin, etc. Et finalement, lorsque tout ceci est effectivement chargé dans une zone mémoire qui lui est propre et qui lui appartient, cette fonctionnalité étant gérée par le processeur et par une partie du processeur qui s'appelle la Memory Management Unit. Okay, donc, une fois que cet espace mémoire est bien attribué au processus qui s'apprête à être exécuté, le pointeur sur la prochaine instruction va sur la première instruction, l'entry point, qui a été déclaré également par elf, et le programme démarre. Okay, le CPU va exécuter la première instruction de la zone .text, comme on a vu tout au début du live, qui est la première instruction qui va être exécutée par le CPU. Voilà, c'est une sorte de résumé. Est-ce que, voyons voir. Il y a absolument d'autres formats d'exécutables que elf. Notamment, avant elf, donc elf c'est 95 sous Linux il me semble, le format était a.out. Il y en a encore, il y en a plein d'autres. Par exemple S2.1, ok. 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 Il y en avait qui avaient encore des doutes là, j'ai l'impression. Hein. Est-ce qu'on est bon là ou pas? Paléon, c'est mieux là? Ah si, attends, je vous fais un dernier truc. Bon allez, j'ai 8 minutes là, j'ai un dernier truc. Je vous fais un dernier truc. Parce que pareil, Dumble il me dit la dernière fois sur IRC, oui, t'as été un peu vite sur /proc, on n'a pas, t'as même pas expliqué ce que c'était, nanana. C'est vrai, j'étais un peu vite. Alors du coup, devinez ce qu'on va aller voir. Je vous le donne en 1000, je l'avais pas encore dit. Et ben on va regarder les sources de /proc. Et /proc, il est où? Il est dans fs, proc, et puis ça démarre dans base. Et qu'est-ce qu'on a dans base? Et ben on a notre fameux file operations qui implémente du coup tous les syscalls qu'on peut vouloir utiliser avec /proc. Hein, vous vous rappelez là, le kernel implémente les drivers qui permettent d'interagir avec lui via les syscalls. Et par exemple, regardez ce qu'on a dans /proc. Enfin dans proc. Dans base.c, dans proc base.c. Et ben on a ce qui se passe quand on regarde même cwd, root, exe, machin, et maps. Hein? Tout à l'heure, là, le 4 proc numéro de processus maps, bah, il est là. Et en fait, c'est implémenté dans array.c. Et si je regarde, je pense que c'est là. Hein. Read maps, voilà. On a la fonction de lecture de maps qui est là. Et la fonction de lecture de maps, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle itère sur tous les processus. Et puis elle affiche tout un tas de trucs, notamment les flags dont on n'a pas parlé. Et puis les zones mémoire dans lesquelles sont mappés les différents segments du processus, etc., etc. Ok. Avec plaisir, FreeBSD Rocks. Oui, quand on spécifie pas de nom d'exécutable, l'exécutable s'appelle a.out. Mais il est au format elf. Je sais, comme ça. Ok. Bon. Je pense qu'on a balayé pas mal de terrain là aujourd'hui. Enfin, on a balayé du terrain assez lourd quand même. Hein.
Savoir comment démarre un exécutable, c'est pas rien. Puis alors ça claque en soirée, hein, je vous le dis. Hein. Là, moi, je sais comment démarre un exécutable sous Linux. Non mais reviens, je sais aussi faire d'autres trucs. Non, c'est vraiment, c'est cool à savoir. La prochaine fois, j'avais prévu de le faire là, mais je me doutais que j'allais pas avoir le temps. Mais la prochaine fois, nous allons expliquer, nous allons élucider le mystère de underscore start versus main. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel est ce mensonge? Quel est ce mensonge qui a été énoncé pendant des années et des années, qui vous dit que main est le point d'entrée de votre programme, alors que nous avons la preuve éclatante, grâce à Ridelf, que c'est un mensonge éhonté, et qu'en réalité, le point d'entrée du programme s'appelle underscore start. Que se passe-t-il? Le mystère est entier, l'angoisse aussi. On transpire d'avance. Merci à tous d'avoir assisté à ce stream. Merci à tous pour vos questions qui étaient super. Merci beaucoup à tous les participants actifs. Autant ceux qui ont apporté des précisions, genre Lord Casque Noir, c'était vraiment cool. Tes ajouts, FreeBSD Rocks, idem. Dumble, comme d'hab, vraiment de très très bonnes questions. Un spécial bisou à Léa Linux qui est venu, ça me fait vraiment plaisir. Merci aux subs, merci de me suivre, merci d'être là, on est 52, c'est absolument magnifique. Sofiane, tu vas voir petit à petit, je pense que tu comprends où on va. J'avais prévu de faire le premier shellcode aujourd'hui, on le fera probablement la prochaine fois. Ok? Vous savez, un shellcode, c'est la capacité à exécuter justement du code machine depuis un code C qui n'est pas prévu pour ça. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses rigolotes à venir. Merci à tous, bon week-end, amusez-vous bien et ciao.